Trump à genoux, les fantômes d'Epstein ouvrent le placard. La vérité est comme le soleil. On peut la cacher un temps, mais elle ne disparaît jamais. Elvis Presley. Et aujourd'hui, aux États-Unis, la lumière est crue, brutale même. Des scandales sortent des placards, des lettres compromettantes ressurgissent, et une présidence déjà assiégée vacille sous le poids de ses propres contradictions. Ce que vous allez entendre dépasse la simple chronique. C'est un tableau grandeur nature de la politique américaine, où le théâtre côtoie la tragédie. Bienvenue sur le Point US, la chaîne qui ne mâche pas ses mots. Ici, pas de poudre aux yeux, pas de langue de bois. Nous disséquons sans pitié l'actualité politique américaine, avec ironie, satire et un regard sans concession. Restez avec nous jusqu'au bout, commentez, débattez et surtout abonnez-vous. Car comprendre ce qui se joue à Washington, c'est comprendre un peu du monde dans lequel nous vivons tous. Partie 1. Le book d'Epstein et la lettre qui fait trembler des châteaux de cartes. Ah mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures, parce que ce qui se passe là dépasse le film de Hollywood. Imaginez un anniversaire. Pas celui avec le gâteau, les bougies et les enfants qui chantent « Joyeux anniversaire ». Non, un anniversaire version Jeffrey Epstein. Un carnet, des lettres compromettantes, et parmi elles, un petit mot attribué à Donald Trump. Oui, Donald lui-même, l'homme qui dit toujours fake news, à chaque fois qu'on lui met le nez dans ses casseroles. Et attention, ce n'est pas une lettre de condoléances, ce n'est pas une carte de Noël non plus. C'est un message qui fleure bon les secrets jamais assumés, les énigmes bizarres, et une amitié dont Trump aimerait bien qu'on oublie le chapitre. Mais voilà, les démocrates ont sorti le dossier comme une vieille marmite au feu, et l'odeur n'arrange pas le palais. Le document devient soudain une arme politique. Trump, paniqué, dit que c'est un faux, un montage, un complot. Mais ses adversaires lui répondent « Chef, ton écriture te trahit plus que ton brushing orange ». C'est là que la satire entre en scène. Parce que franchement, si Trump avait dit « Oui, j'ai connu Epstein, on était voisins, voilà tout », peut-être qu'on passerait à autre chose. Mais non. Comme un enfant pris avec la main dans le pot de sucre, il insiste « Ce n'est pas moi ». Alors que la signature ressemble à s'y méprendre à un tatouage politique collé sur son front. On dirait le gars qui vole un régime de bananes au marché, et quand on le rattrape avec la bouche encore pleine, il dit « Ce n'est pas moi, c'est mon cousin invisible ». La vraie question, c'est que contient encore ce fameux « birthday book ». Des noms, des surnoms, des allusions glauques. Le genre de lecture qu'on ne veut pas ouvrir à l'église le dimanche. Et pour Trump, chaque page qui ressort, c'est un caillou de plus dans sa chaussure déjà trouée. Mais attention, on est en Amérique. Ici, les secrets ne disparaissent jamais. Ils attendent juste le bon moment pour sortir. Souvent à la veille d'une élection. Mais ce qui amuse encore plus, c'est la façon dont ses partisans tentent de défendre l'indéfendable. Ils disent « Non, c'est une cabale ». Comme si les démocrates avaient le temps de falsifier l'écriture de Trump alors que ses tweets eux-mêmes ressemblent déjà à des aveux. Et pendant que le camp MAGA s'agite, les caméras filment, les micros enregistrent, et la planète entière rigole. Parce que, soyons sérieux, comment un président qui veut diriger la première puissance mondiale peut être pris au piège par un vieux carnet d'anniversaire? C'est comme si un chef de guerre tombait en combat non pas par balle, mais parce qu'il a glissé sur une peau de banane. Voilà la vérité. Ce dossier Epstein, qu'il soit utilisé comme arme politique ou comme miroir d'une époque trouble, fragilise encore plus l'image de Trump. Pas besoin d'être démocrate, républicain ou même apolitique pour voir que ça sent mauvais. Et c'est exactement ce qui nourrit la satire. Un homme qui se veut fort, mais que le moindre papier jauni fait trembler comme un élève pris en flagrant délit de tricherie. Et vous, qui nous regardez, qu'en pensez-vous? Est-ce que ces révélations suffisent à ébranler le château Trump, ou est-ce que ce n'est qu'un feu de paille dans un désert politique où tout est déjà cramé? Dites-le en commentaire, parce qu'ici au Point US, on aime quand ça débat sans pitié. Et surtout, abonnez-vous. Parce que si vous pensez avoir tout vu avec ce carnet, attendez seulement la suite. Vous n'êtes pas prêt pour la psychologie de bazar que Trump dégaine dans ses emails nocturnes. Partie 2, les emails de Trump, quand la politique devient un téléachat de minuit. Ah, mes frères et sœurs, si vous pensez que les révélations du « birthday book » d'Epstein étaient déjà un feuilleton, attendez seulement les emails de Trump. Parce que là, on quitte le registre du scandale sombre pour entrer dans la comédie digne des publicités télé de minuit. Vous savez ces pubs où un monsieur moustachu crie « Achetez aujourd'hui, demain sera trop tard ». Eh bien, Trump a transformé sa campagne présidentielle en téléachat géant, sauf que le produit à vendre, c'est lui-même. Chaque email est un mélange de drame shakespearien et de pleurnicherie de cours de récréation. Ils veulent m'arrêter. Ils veulent vous voler votre Amérique. Seul votre don de 20 $ peut sauver la nation. Mon frère, ma sœur, même au marché Mokolo, les commerçants ne supplient pas les clients avec autant de mélodrame.
On dirait un pasteur du dimanche soir qui vend les bénédictions à moitié prix. Payez votre offrande maintenant, et demain votre voisin tombera. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les emails de Trump sont tellement nombreux que certains Américains disent recevoir plus de messages de lui que de leur propre famille. Imaginez, ta maman t'écrit une fois par semaine pour prendre de tes nouvelles, mais Trump, lui, t'envoie 10 mails par jour pour pleurer sa vie. C'est comme un ex toxique qui refuse d'accepter la rupture et qui bombarde ton téléphone avec des « je t'aime encore » version politique. Vote encore pour moi, je suis le seul qui peut te protéger. Et le plus drôle, c'est le ton catastrophiste. Si vous lisez ces mails sans savoir qui les écrit, vous croiriez qu'une météorite est en train de foncer sur la Terre et que la seule solution est d'envoyer un chèque à Donald J. Trump. Donnez aujourd'hui ou demain il sera trop tard. Mais trop tard pourquoi? Pour qu'il perde son golf privé? Pour qu'il arrête d'acheter des perruques couleur orange? La satire ici, c'est que Trump se présente comme un martyr, un Jésus de la Maison-Blanche, sauf que son Golgotha, ce sont les tribunaux, et ses clous, ce sont les factures de ses avocats. Et qui doit payer? Pas lui, non. C'est le peuple, c'est-à-dire les mêmes électeurs qu'il dit défendre. C'est un peu comme un richissime oncle qui roule en limousine mais qui t'appelle pour demander un prêt de moto-taxi. Et pendant ce temps, ses adversaires se frottent les mains. Parce que chaque mail, au lieu de redorer son image, le rend encore plus pathétique. On dirait un homme politique transformé en vendeur ambulant, traînant sa glacière dans la rue, criant « Et patron, prends ma marchandise, c'est frais, c'est garanti, c'est authentique. » Mais la marchandise, ici, c'est sa dignité politique. Alors chers abonnés, vous voyez vous-même que l'homme crie plus qu'il ne gouverne. Et ce n'est que le début. Parce qu'après les emails de minuit, les caméras se braquent sur ses relations internationales. Et là, c'est une autre pièce de théâtre où Trump joue au général sans armée et au diplomate sans diplomatie. Abonnez-vous vite à Le Point US. Parce qu'ici, on ne lit pas seulement les mails de Trump, on les dissèque jusqu'à trouver les fautes d'orthographe cachées dans ses mensonges. Partie 3, Trump et la géopolitique, un cabaret diplomatique en 3 actes. Mesdames et messieurs, si vous pensiez que la diplomatie était une affaire de sérieux, de costumes sombres, de poignées de main fermes et de discours millimétrés, alors oubliez. Avec Donald Trump, la scène internationale se transforme en véritable cabaret. Pas un cabaret chic de Las Vegas, non. Un cabaret version quartier, avec projecteurs qui clignotent, musiciens qui s'arrêtent en plein morceau, et un maître de cérémonie qui improvise en direct. Acte 1, Trump et Poutine. Ah, là, c'est comme un film d'action raté. Trump veut toujours montrer qu'il est le grand ami du tsar du Kremlin. Mais au fond, on voit bien qu'il joue au petit frère complexé qui admire son aîné. Quand Poutine bombe le torse, Trump gonfle aussi sa poitrine. Sauf que lui, ça ressemble plus à une dinde de Thanksgiving qu'à un général en armure. Et dans leur rencontre, Trump rit trop fort, serre la main trop longtemps, comme un élève qui veut impressionner le professeur. Mais ce professeur-là, mes chers, n'écrit pas de bonnes notes. Il écrit des contrats secrets à l'encre invisible. Acte 2, Trump et Xi Jinping. Là, c'est un sketch. Un jour, Trump dit « On est mon ami, le plus grand leader du monde ». Le lendemain, il crie « C'est un voleur, il a détruit l'Amérique ». On dirait un couple qui se sépare et se remet ensemble chaque week-end. Les Américains eux-mêmes ne savent plus. Est-ce qu'on est en guerre commerciale ou en lune de miel économique? Résultat, les marchés boursiers font les montagnes russes et les investisseurs transpirent comme s'ils venaient de courir un 100 mètres à chaleur de Douala. Acte 3, Trump et Kim Jong-un. À mes frères, là c'est la pièce comique par excellence. Rappelez-vous leurs lettres d'amour. Oui, des lettres d'amour politiques. Kim écrit « Tu es un grand leader ». Trump répond « J'ai eu la plus belle lettre du monde, très belle lettre, très très belle ». On aurait dit 2 adolescents qui découvrent le flirt, sauf qu'au lieu de s'envoyer des cœurs sur WhatsApp, ils jouent avec des missiles nucléaires. Imaginez la scène. Un président américain en train de lire une lettre de dictateur avec des étoiles dans les yeux. Même Hollywood n'oserait pas. Et c'est là toute la satire. Au lieu de se comporter comme un chef d'État, Trump se transforme en animateur de talk-show international. La Maison-Blanche devient un plateau télé, les sommets mondiaux se changent en épisodes de télé-réalité, et les journalistes ne savent plus s'ils doivent prendre des notes ou vendre des tickets d'entrée comme pour un spectacle de comédie. Mais attention, mesdames et messieurs, derrière le rire, il y a un danger réel. Car pendant que Trump danse le chacha diplomatique, les vraies négociations patinent, les alliés doutent, et les adversaires rigolent, tout en avançant leurs pions. C'est comme un gardien de but qui passe son temps à discuter avec les supporters, alors que le ballon file déjà dans ses filets. Et vous qui regardez cette vidéo, dites-moi, est-ce que vous croyez que ce genre de diplomatie de cabaret peut vraiment protéger l'Amérique? Ou bien est-ce qu'on assiste simplement à un one-man show géopolitique qui finira en queue de poisson?
Balancez vos avis en commentaire, et surtout, abonnez-vous à Le Point US. Parce que si vous ne le faites pas, Trump risque de vous envoyer un email nocturne signé « Dire franc », vous suppliant d'acheter un ticket pour son prochain numéro sur la scène internationale. Mais attendez seulement, car après ce théâtre diplomatique, place à un autre front, celui de l'économie et des affaires. Et là, mes chers, c'est Hyundai qui prend des gifles des Wall Street qui attrape la diarrhée. Partie 4, l'économie qui tousse, les tribunaux qui giflent, Trump au marché des humiliations. Mes chers téléspectateurs, après avoir dansé le cabaret diplomatique, Donald Trump arrive maintenant au marché. Mais pas pour acheter des tomates ou des arachides, non. Il arrive au marché des humiliations économiques et judiciaires. Ici, les étals ne vendent pas de poissons braisés, mais des procès à la chaîne et des sanctions financières bien piquantes. Et dans ce marché-là, Trump est le client régulier. Prenons Hyundai. À mes frères, voilà une grande compagnie qui croyait que s'associer au rêve américain de Trump, c'était marcher sur l'or. Mais hélas, ils se sont retrouvés dans un business qui ressemble plus à un tontine mal géré qu'à un partenariat stratégique. Résultat, image salie, investisseurs qui plient bagages, et les actionnaires qui regardent leur portefeuille comme un fermier regarde son champ après la grêle, complètement dévasté. C'est comme si tu avais parié ton salaire dans un jeu de hasard, et au lieu du jackpot, tu gagnes une dette bien lourde. Et ce n'est pas fini. Pendant que les entreprises se mordent les doigts, les tribunaux eux aussi s'en mêlent. Trump pensait que la justice américaine allait le traiter comme un roi. Mais non. La justice là-bas ne fait pas le « respectez-moi, je suis intouchable ». Au contraire, elle lui a déjà donné une gifle financière de 83 millions de dollars. Oui, mesdames et messieurs, 83 millions. Une somme que même les milliardaires avalent avec un verre d'eau difficilement. C'est comme si le juge lui avait dit « Toi, ton arrogance, je vais la convertir en facture. Paye et tais-toi ». Et pendant que les avocats alignent les factures comme les vendeuses de beignets alignent les plateaux Carrefour, Trump lui crie au complot. Mais qu'il écoute encore? Même certains de ses propres partisans commencent à faire la grimace. Parce qu'être un leader persécuté, c'est joli pour le cinéma. Mais être un leader ruiné, poursuivi et ridiculisé, ça fait peur à ceux qui espéraient encore un miracle. C'est comme acheter une voiture neuve et découvrir après 2 jours qu'elle consomme plus d'huile que de carburant. Déception garantie. Voilà la vraie satire. Trump se présente comme un businessman de génie, mais ses affaires s'écroulent comme un château de sable sous la pluie. Il veut incarner la force et la prospérité, mais la seule prospérité qu'il connaît désormais, ce sont les comptes de ses juges et de ses adversaires qui s'enrichissent à coups de pénalités. Et pendant que lui se débat, l'Amérique le regarde, mi-fasciné, mi-fatigué, comme un voisin qui fait toujours du bruit, mais dont le spectacle finit par lasser. Mais attendez seulement, mes chers. Parce qu'après les humiliations économiques et judiciaires, reste la scène finale, la conclusion de ce grand théâtre politique. Et là, c'est vous, spectateurs de Le Point US, qui aurez le dernier mot. Alors abonnez-vous vite, sinon Trump lui-même viendra peut-être vous envoyer une facture de 20 $ pour financer ses prochains procès. Partie 5, Trump face au miroir, quand le roi découvre qu'il est nu. Mesdames et messieurs, après avoir feuilleté le « Birthday Book » d'Epstein, lu les emails de téléachat, assisté au cabaret diplomatique et visité le marché des humiliations économiques, on arrive à la scène finale. Trump face à lui-même. Et là, croyez-moi, le spectacle est encore plus savoureux. Parce qu'au fond, Donald Trump, c'est un personnage qui ne vit pas dans la réalité. Non, lui vit dans son propre film. Dans sa tête, il est toujours le héros incompris, l'homme fort que tout le monde veut abattre parce qu'il dérange. Mais dès qu'il se regarde dans le miroir, la vérité lui saute dessus comme un chat affamé. Il n'est plus le président triomphant, mais un vieil homme croulant sous les dettes, les procès et les casseroles politiques. Et comme un enfant qui casse l'assiette de la maison, il préfère accuser le chien. La vraie comédie, c'est qu'il continue à parler de lui comme si l'Amérique entière ne pouvait pas respirer sans lui. Pourtant, dehors, beaucoup d'Américains respirent très bien. Merci. Certains même disent qu'ils dorment mieux depuis qu'il n'est plus à la Maison-Blanche. Mais lui insiste, il veut revenir. Revenir pour faire quoi? Personne ne sait. Peut-être pour réinstaller son bureau comme un trône et recommencer son show télévisé mondial. Mais là où ça devient satirique, c'est la façon dont il transforme chaque défaite en soi-disant victoire. Quand un juge le condamne, il dit que c'est la preuve qu'il est trop puissant. Quand une entreprise le fuit, il affirme que c'est parce qu'ils ont peur de sa grandeur. On dirait un boxeur qui tombe KO au premier round, mais qui crie encore « Vous avez vu comment j'ai esquivé ?» Mon frère, tu es déjà par terre, les arbitres comptent jusqu'à 10, et toi tu parles encore d'esquive? Et ses partisans, eux, regardent ce cirque comme on regarde une série télé qui a trop duré. Les premiers épisodes étaient excitants, pleins de rebondissements. Mais maintenant,
Ça sent le scénario recyclé. Toujours la même rengaine, on m'attaque, sauvez-moi, donnez-moi de l'argent, c'est un complot. Même Netflix aurait déjà annulé la saison tellement c'est répétitif. Mais Trump, lui, insiste, il veut que la série continue, coûte que coûte. Voilà pourquoi Trump face au miroir, c'est plus qu'une scène, c'est une tragédie comique. L'homme qui voulait incarner la puissance mondiale se retrouve réduit à un personnage de stand-up involontaire, riant de ses propres malheurs en croyant encore effrayer ses adversaires. Mais au bout du compte, la seule personne qui a encore peur, c'est lui-même, en voyant que le temps file et que l'histoire ne l'attend pas. Et vous, chers abonnés de Le.US, que pensez-vous de ce roi nu? Est-ce qu'il peut encore tromper son miroir? Ou bien est-ce que la prochaine fois qu'il s'y regardera, ce sera pour admettre enfin qu'il est fini? Balancez vos réponses en commentaire, parce que vos avis comptent plus que ces tweets. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, sinon Trump risque de venir toquer chez vous avec un contrat de sponsoring pour financer son maquillage orange. Mais attendez seulement, parce qu'après tout ce théâtre, il est temps de tirer la conclusion finale, la grosse punchline qui résume ce feuilleton américain plus savoureux qu'un dolé bien pimenté. Partie C, le théâtre des illusions, quand Trump transforme la défaite en business. Mesdames et messieurs, accrochez-vous, car voici la partie du film où Donald Trump, après avoir perdu sa crédibilité, décide de la recycler, comme un vieux sachet de congélation. On aurait cru que l'homme allait baisser la tête, reconnaître ses erreurs, et se retirer dignement comme certains anciens présidents qui écrivent des mémoires ou construisent des fondations caritatives. Mais non. Trump, lui, a trouvé un autre filon, transformer chacune de ses chutes en opportunités commerciales. Regardez bien sa méthode. Chaque scandale devient une publicité. Chaque procès devient une campagne de levée de fonds. Et chaque humiliation devient une médaille imaginaire qu'il décerne à ses partisans. Vous vous rappelez les fameux emails où il suppliait les gens de cliquer pour réclamer une médaille Trump patriote? Voilà exactement le cœur de son business. Transformer la pitié en argent et le ridicule en produits dérivés. C'est comme si un vendeur de poissons avarié vous criait « Et mon frère, c'est justement parce qu'il pue que c'est bon ». La politique selon Trump, ce n'est plus une mission. C'est une boutique ambulante où l'on vend des illusions emballées dans du papier rouge MAGA. Il crie « trahison »,« complot »,« chasse aux sorcières ». Et pendant que les gens se fâchent, il leur passe discrètement le chapeau pour récolter des dollars. En réalité, il n'est pas seulement un ex-président, il est devenu une machine de marketing à lui tout seul. Et les gens, hypnotisés par son théâtre, continuent d'acheter les billets pour un spectacle qui n'a plus de fin. Mais attention, ne vous trompez pas, derrière ce grand show, il y a une faiblesse criarde. Parce que quand un leader commence à dépendre de la compassion financière de ses partisans, ça veut dire qu'il n'a plus de véritable pouvoir. C'est comme un roi qui vend ses propres couronnes pour acheter du pain. Le peuple rit, mais le roi croit encore qu'il règne. Voilà le drame et voilà aussi la comédie. Et franchement, n'est-ce pas là la plus grande ironie? Trump se vante d'être un « winner », mais il a transformé ses défaites en boutique souvenir. Dans l'histoire politique américaine, on a vu des présidents bâtir des universités, des centres pour la paix, ou même devenir des icônes internationales. Trump, lui, a choisi de devenir vendeur de médailles factices et organisateur de rallyes payants. On dirait un marabout qui promet la richesse à ses fidèles, mais qui finit par leur vendre seulement des bougies parfumées. Alors, chers spectateurs du .US, dites-moi un peu, est-ce que vous voyez encore dans ce spectacle un homme fort, ou simplement un marchand d'illusions qui a perdu la boussole? Balancez vos réponses dans les commentaires, parce que votre voix, elle, ne s'achète pas avec un faux diplôme MAGA. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, parce que nous, au moins, on ne vous vend pas des illusions. On vous donne des vérités bien croustillantes, servies avec piment et ironie. Et puisque le théâtre touche à sa fin, il est temps maintenant de refermer le rideau avec une conclusion bien relevée, une punchline qui résume tout ce feuilleton américain et ouvre le débat avec vous. Conclusion. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, et certains pour toujours, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Abraham Lincoln. Et voilà où nous en sommes avec Donald Trump. Un homme qui a cru pouvoir maquiller la vérité comme on repeint un vieux mur fissuré, mais dont les fissures réapparaissent toujours, plus visibles, plus criardes, plus gênantes. Les dossiers Epstein, les emails de marchands ambulants, la diplomatie transformée en théâtre, les alliés humiliés et les illusions vendues au kilo. Tout cela forme un tableau où l'ex-président ressemble moins à un leader qu'à un marchand de sable coincé dans son propre mirage. Mais ne vous y trompez pas, cette histoire dépasse Trump. Elle révèle aussi quelque chose de plus grand sur la politique américaine d'aujourd'hui. Un mélange de spectacle, de manipulation psychologique et de marketing agressif qui transforme les électeurs en clients. La question qu'on doit se poser ensemble est simple. Jusqu'où ce jeu peut-il aller avant que le public ne décide de quitter la salle? Et vous, qu'en pensez-vous?
Est-ce que Trump est encore un acteur crédible sur la scène mondiale? Ou bien est-il devenu un simple figurant de son propre film, incapable de voir que le générique a déjà commencé à défiler? Dites-le nous en commentaire. Vos avis sont la véritable énergie de ce débat. Ici, au Point US, nous ne mâchons pas nos mots, et nous ne vendons pas d'illusions dorées. Nous décortiquons, nous analysons, et surtout, nous vous donnons des clés pour comprendre l'Amérique sans filtre. Alors, si vous voulez continuer à voir la politique américaine servie avec ironie, satire et lucidité, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche. Parce que la prochaine révélation, croyez-moi, risque d'être encore plus croustillante que ce que vous venez d'entendre. L'histoire continue, et vous êtes au premier rang.